constitue la synthèse des différents travaux de recherche au cours de la période doctorale et la période postdoctorale, des différentes activités pédagogiques exercées, à savoir le parcours professionnel, les enseignements et l'encadrement, qui sont issus bien sûr des différentes formations diplômantes et non diplômantes. Alors, après avoir obtenu un bac sciences de la nature et de la vie, donc plusieurs diplômes ont été décernés, notamment ingénieur contrôle de qualité et analyse en octobre 2002, puis un magistère en biochimie biophysique moléculaire en octobre 2005, et après un doctorat filière biologie spécialité sciences alimentaires, et enfin un deuxième doctorat en chimie de l'université d'Avignon, via une thèse de co-tutelle entre l'Algérie et la France. Le parcours académique cité précédemment, il a été enrichi par plusieurs programmes de formation, qu'elles soient nationales ou internationales, de courte durée ou de longue durée, donc essentiellement la maîtrise des outils informatiques et de logiciels, en passant par les analyses médicales, même par l'aspect normatif au niveau industriel, essentiellement aussi la maîtrise des différentes techniques d'extraction et des bases physico-chimiques pendant une durée de 2 années via une bourse Profase algéro-française. Alors, mon histoire avec l'enseignement a commencé en 2006. J'étais recrutée en tant que maître assistante classe B. Auparavant, j'ai effectué quelques vacations. Une année après, donc, j'ai eu la nomination à titre de maître assistante A. Et en parallèle, j'ai exercé un poste de responsabilité, chef de département adjoint chargé de la post-graduation et de la recherche scientifique donc, pendant 2 années. En février 2014, donc, j'ai eu le grade de maître de conférence B. Et ça, c'est au niveau de l'université de Béjaïa, à la faculté des sciences de la nature et de la vie, département des sciences alimentaires. Et HDR éventuellement dans quelques heures. Ce qui concerne les activités pédagogiques, donc un large champ d'action pédagogique, il a été assuré au cours de ces dizaines d'années, essentiellement biologie, production du lait, analyse instrumentale, donc ils étaient assurés aux différents niveaux, que ce soit du système classique pour les ingénieurs, ou que ce soit pour même la première année de la post-graduation, ou pour le système LMD, à savoir donc les licences et master. Donc le savoir-faire, l'ensemble du savoir-faire et savoir-être transmis aux étudiants, il a été assuré via plusieurs modalités, notamment les cours, les TD et les TP, mais surtout les sorties en entreprise, ce qui concerne technologie des industries agroalimentaires qui se base sur le process de fabrication des différents produits alimentaires. Dans ce sens, un polycopier de cours il a été établi qui parle de la technologie du lait et produits laitiers, donc en traitant les généralités du lait, les différents laits de consommation avec les différents traitements subis et beaucoup plus le process de fabrication des différents types de lait. En parallèle, donc, j'ai pu contribuer à l'encadrement de 22 projets de fin de cycle, essentiellement au niveau de l'université de Béjaïa, dans différentes spécialités, mais aussi dans d'autres universités, à savoir l'université de Tizi Ouzou et l'université de Boumerdès. J'ai pu évaluer aussi 56 mémoires donc des projets de fin de cycle à titre examinatrice et présidente au sein des différents départements dans l'université de Béjaïa, même dans d'autres universités. Ce qui concerne maintenant les activités de recherche réalisées au cours de ces années d'exercice,
Donc, en tant que chercheur, j'ai débuté mes recherches en 2007 dans le laboratoire 3BS, donc, qui est dirigé par le professeur Madani. Nous avons entrepris plusieurs projets de recherche, dont 2 sont achevés et l'autre qui est en cours. Alors, qu'en est-il de ces travaux et quel est le centre d'intérêt des travaux qu'on a réalisés? Alors, le régime méditerranéen, il est caractérisé par une consommation régulière des produits végétaux et ses dérivés, notamment l'huile d'olive. Plusieurs études épidémiologiques donc, ont associé justement cette diète alimentaire à la prévention des maladies neurodégénératives et la maladie cardiovasculaire. Donc, ces pathologies impliquant dans le stress oxydant issu d'une surproduction des radicaux libres. Donc, une recommandation qu'on a entendue couramment via les médias: mangez pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi? Donc, la question qui se pose, pourquoi justement 5 fruits et légumes? Donc, en outre, justement, leur abondance, donc vous savez, leur richesse en vitamines, fibres, et bien sûr avec une faible teneur en calories, mais vous avez essentiellement leur richesse en antioxydants, notamment les polyphénols, les principaux métabolites secondaires donc, de ces matrices. Ces composés, ils sont dotés d'un pouvoir antioxydant important, qu'ils soient au niveau alimentaire dans le domaine de l'oxydation des lipides ou sur le plan physiologique dans l'intervention du stress oxydant. Alors, valoriser justement ces ressources et les extraire dans des conditions efficaces et mieux comprendre les bases physico-chimiques qui modulent leur activité possible dans l'organisme ne peut constituer que des enjeux scientifiques importants. Donc pour cela, nos thématiques de recherche se résument en 4. La première, elle relate la contribution à l'étude des plantes médicinales de la Kabylie. La deuxième, elle aborde l'éco-extraction ou les techniques d'extraction. La troisième, donc elle traite les propriétés physico-chimiques des polyphénols dans le tractus digestif. Et enfin, un travail d'alimentation entre procédés et innovation donc, qui sont en cours. Donc, je commencerai par résumer les différents travaux de recherche réalisés au cours de la période doctorale. Le premier axe que nous avons travaillé, donc en contribution justement du professeur David, contribution à l'étude des plantes médicinales en Kabylie et étude de cas à la région de Forlis. Donc, cette étude elle a été réalisée au cours des 2 années de 2008 jusqu'à 2010. Alors, elle s'est répartie en deux parties essentielles. Nous avons la première, c'est l'approche ethnobotanique. Quel est le but? C'est dans le but de préserver le savoir ancestral de la flore médicinale de la Kabylie. Donc, via une enquête et un inventaire régional qui est réalisé auprès de 126 personnes réparties sur 37 villages. Donc, cette étude elle nous a permis de répertorier 115 espèces végétales appartenant à 57 familles. Et elle a démontré aussi que la région d'El-Forlis est une zone d'une diversité floristique importante, ainsi que la dépendance de la population de la nature. Mais le troisième paramètre le plus important, c'est que d'après l'étude statistique effectuée, que le savoir-faire ancestral est essentiellement chez le masculin illettré, donc ce qui démontre l'urgence de transcrire ce savoir oral à la nouvelle génération.
Après la deuxième partie, donc après avoir effectué l'inventaire, nous avons récolté quelques matrices végétales que nous avons jugées intéressantes beaucoup plus par rapport au plan traditionnel. Donc là, je cite juste un exemple d'une plante que nous avons étudiée. Donc c'est le serpent-jonc ou Serpus holoscioninus. Donc là, nous avons traité différentes activités biologiques, l'activité antibactérienne, l'activité antioxydante via différents tests et ainsi l'interaction avec les protéines. Donc là, je vous montre juste quelques résultats obtenus. Donc là, cette plante, justement, l'extrait des différentes fractions de cette plante démontre qu'elle détient un pouvoir antioxydant important. De même pour l'activité antibactérienne, donc les fractions de cette matrice végétale détiennent une activité antibactérienne très importante. Donc après avoir effectué l'ensemble de ces travaux au cours de l'année 2008-2010, donc il y avait la naissance du sujet de thèse. Donc il a été plus structuré et plus affiné. Donc une thèse qui a été réalisée de 2010 jusqu'à 2013. Donc cette thèse, elle a été réalisée en co-tutelle, donc avec l'Université d'Avignon, le laboratoire sécurité qualité des produits d'origine végétale, ainsi que le laboratoire 3BS, donc de l'Université de Béjaïa, donc encadré et dirigé sous la direction du professeur Olivier Dank et professeur Chibal. Donc deux objectifs au cours de cette thèse. Ils étaient tracés. Premièrement, l'enrichissement de l'huile d'olive donc par les antioxydants par application des ultrasons. Et le deuxième objectif, c'est l'étude de la réactivité des polyphénols, essentiellement mise au point d'un modèle in vitro qui est les micelles, mimant tout simplement les conditions gastriques. Alors la première partie de l'enrichissement de l'huile d'olive avec les polyphénols, essentiellement l'oleuropiine, des feuilles d'olivier par application des ultrasons. Donc on l'a testé à l'échelle du laboratoire jusqu'à l'échelle pilote. Donc les différentes analyses réalisées, c'était un transfert direct. On prend de l'huile d'olive, on le met dans un bac à ultrasons et on ajoute les feuilles d'olivier séchées, broyées, c'est-à-dire pré-traitées. Donc après, nous avons effectué, après optimisation des conditions d'enrichissement ou d'extraction, donc nous avons fait les extractions des substances bioactives ainsi que leur caractérisation, donc soit par dosage colorimétrique, soit par HPLC. Nous avons effectué aussi une étude cinétique avec de l'histochimie, évaluer l'activité antioxydante soit par des tests in vitro, soit même par des tests de friture. Et puisque c'est un nouveau produit, donc une évaluation sensorielle est importante. Et enfin, nous avons terminé par confirmer justement cette extraction à l'échelle pilote. Après avoir obtenu les conditions optimales à une puissance de 60 watts, une température de 16 degrés et un temps de macération de 45 minutes, donc nous remarquons que l'oleuropiine, la substance avec laquelle on veut enrichir l'huile d'olive, elle est indétectable dans l'huile d'olive. Par contre, on trouve son pic dans celle qui est macérée conventionnellement. Et bien sûr, à une teneur doublement par rapport à celle obtenue par la méthode conventionnelle. Cette étude aussi elle a été confirmée par l'étude cinétique en remarquant que l'extraction par ultrason donc, est 3 fois plus rapide que la macération conventionnelle. Donc les résultats obtenus à l'échelle laboratoire, c'était un bac de 3 litres, donc ont été confirmés par dans un bac d'ultrasons d'équipement de 30 litres et nous avons eu les mêmes résultats. Donc on peut dire que c'est un procédé efficace
est adéquat afin d'améliorer la stabilité et la qualité nutritionnelle de l'huile d'olive avec peu d'impact sur la qualité sensorielle. Donc la partie que je viens juste de discuter, elle a été réalisée avec un groupe de recherche en éco-extraction des produits naturels qui est animé par le professeur Farid Chmat, donc qui travaille essentiellement sur les extractions ultrasons, micro-ondes et green solvent. La deuxième partie de notre thèse, elle est essentiellement axée sur la physico-chimie des polyphénols de l'alimentation en relation avec leur activité possible dans le tractus digestif. Alors pour cela, nous avons sélectionné différentes polyphénols les plus représentatifs des différentes classes, à savoir les acides phénoliques, les flavonoïdes et même les phénols de l'olive. Donc c'est des polyphénols qui sont abondants dans l'alimentation. Ces composés, ils ont un rôle important dès le tractus digestif où ils s'accumulent en forte concentration après un repas sous leur forme native, c'est-à-dire qu'il n'est pas métabolisé. Donc de l'intérêt de faire justement la physico-chimie des propriétés antioxydantes dans ce site. Donc là, je vais essayer d'expliquer un petit peu la réactivité des polyphénols justement dans le compartiment gastrique. Donc nous avons le bol alimentaire. Donc un bol alimentaire, donc nous avons un mélange de tout. Donc des nutriments oxydables, des lipides polyinsaturés, des protéines, des initiateurs d'oxydants et nous avons aussi des micronutriments réducteurs, le cas des polyphénols. Donc le compartiment gastrique est un véritable bioréacteur qui favorise justement l'oxydation via la présence de l'oxygène et même un pH acide. Donc juste là, vous avez l'un des deux mécanismes principaux d'action antioxydante de polyphénol. Donc cette action, réellement on veut voir quelle est la relation matrice alimentaire et c'est-à-dire les polyphénols, leur devenir au sein du milieu gastrique. Donc les deux actions que nous allons voir ici, nous avons soit par piégeage des radicaux des espèces réactives d'oxygène directement, soit par complexation. Le polyphénol il se complexe avec des ions métalliques, donc là le cas du fer, en formant un complexe inerte. Mais ce composé aussi, il peut avoir un cycle inverse, c'est le cycle pro-oxydant. Alors pour cela, donc, nous avons essayé de voir justement l'effet des antioxydants des polyphénols ainsi que leur interaction en présence des différentes composantes alimentaires lors de la digestion, mais en milieu micellaire faiblement acide, modélisant simplement l'estomac après un repas. Donc pour cela, nous avons essayé de mettre en point un protocole de réduction de radical des PPH en présence d'un exemple de protéines et d'un polysaccharide. Et deuxièmement, justement, d'évaluer la capacité justement de ces polyphénols à interagir avec les ions métalliques. La première activité, c'est l'activité antioxydante. Donc un test très simple qui est souvent mis en évidence dans des solvants organiques, mais essentiellement via, en calculant beaucoup plus un pourcentage d'inhibition ou des essais 50. Donc là, l'équipe a mis au point des analyses quantitatives cinétiques, à savoir à réduire le nombre de moles des PPH réduits par mol d'antioxydants et même à analyser la vitesse justement initiale de consommation des atomes d'hydrogène. Nous avons mis au point ce test en milieu aqueux avec succès. Donc c'est un modèle très simple chimique et les caractéristiques de ce modèle, elles sont très proches de celles d'un solvant organique. Et nous avons essayé de voir aussi l'influence des macromolécules, le cas d'un polysaccharide, la bêta-cyclodextrine, et l'exemple de la protéine, le cas de la sérum albumine bovine.
Donc là, il y a, je vous montre la réactivité des polyphénols avec le radical des PPH, la comparaison entre le milieu aqueux et le solvant, le milieu organique. Donc nous remarquons ici justement que les vitesses d'arrachement de l'atome d'hydrogène sont largement supérieures à celles organiques. Donc tout ce que vous avez ici en rouge, c'est le milieu qu'on avait mis au point. Par contre, le nombre de molécules qui sont réduites, elle est beaucoup plus supérieure dans des solvants organiques. Donc voici un milieu, c'est-à-dire comment nous avons pu mettre notre DPPH au sein de micelle. Alors, l'influence justement des protéines, la présence des protéines et des polysaccharides dans notre milieu n'avait pas réellement d'effet. Elle n'avait pas d'effet que ce soit sur les cinétiques, que ce soit sur le taux de réduction. Donc on peut dire que justement le test mis au point, il a une action protectrice contre le stress oxydant au modèle gastrique très simple et une faible influence des macromolécules de l'alimentation sur la capacité des phénols à piéger le radical DPPH comme on le voit ici. Donc nous remarquons que vraiment on ne dirait pas qu'il y a la présence que ce soit comment dire, de protéines ou de sucre, mais essentiellement ce que nous avons dénoté ici, que les phénols de l'olive sont beaucoup plus disponibles au sein du bol alimentaire que d'autres phénols. Donc le deuxième axe de cette thèse, c'était de voir l'interaction des polyphénols avec les métaux de transition, essentiellement les ions métalliques d'importance biologique, tel est le cas du fer et du cuivre. Le suivi expérimental, il a été effectué par l'appareil UV visible et l'étude des cinétiques de voir justement la constante de vitesse de formation de ces complexes pour vérifier l'affinité vis-à-vis des phénols. Mais c'est aussi, nous avons suivi la stabilité des phénols oxydation possible via HPLC-MS. Alors, les résultats que nous avons obtenus, la complexation du fer3 avec la rutine, nous avons une bonne complexation donc qui se traduit par un effet bathochromique. Donc là, le bleu, vous avez, c'est de la rutine, et le rouge, c'est rutine fer3. Qui sont, c'est-à-dire confirmés par l'étude, par l'analyse cinétique de la formation des différentes espèces au cours de cette complexation. Donc ces données, elles nous ont renseigné aussi sur le site de complexation du phénol avec le fer3 de la rutine qui est la position 5OH4-oxo. Le deuxième qu'on a testé, c'était l'ion fer2. Donc la même chose, il y avait une complexation, mais après 3 heures. Donc une complexation vraiment très lente. Donc nous pouvons dire que les flavonoïdes et les acides hydrocyaniques, comme la rutine et l'acide chlorogénique, donc il y a une complexation dès le milieu gastrique et ils forment des complexes stables, c'est-à-dire il n'y a pas d'oxydation des phénols, mais qui sont inhibés par contre par une complexation polyphénol-protéine que je n'ai pas présentée ici. Et par contre, une interaction négligeable avec les ions du fer et les ions du cuivre. Donc cette partie elle a été réalisée avec l'équipe des micronutriments de l'INRA de l'Université d'Avignon qui est animée par Dr Catherine Caris-Vera, où nous avons pu contribuer dans presque toutes les thématiques qui travaillent justement cette équipe. Donc cette partie elle a été valorisée sous forme d'articles et de communication. Les articles au nombre de 3, les conférences au nombre de 7 et les présentations sous forme d'ateliers donc au nombre de 10. Donc maintenant nous allons passer aux recherches qui sont poursuivies au cours de la période post-doctorale. Donc nous avons essentiellement 3 thématiques. Il y avait certaines, c'est un suivi, mais d'autres, c'est-à-dire c'est des nouvelles recherches.
Donc le premier axe, c'est la peroxydation lipidique et les phénols de l'olive. Après, nous avons continué aussi sur les techniques d'extraction. Et le dernier, c'est sur l'alimentation entre procédés et innovation. La peroxydation lipidique des phénols de l'olive. Donc là, nous avons essayé tout simplement de créer une oxydation lipidique. Après, on ajoute des phénols de l'olive et on verra, c'est-à-dire quel est l'effet justement de ces antioxydants. Donc là, vous avez des peroxydes. Donc, dans les acides gras polyinsaturés, nous avons toujours des traces inévitables des hydroperoxydes. Donc, les hydroperoxydes ils sont catalysés par des ions métalliques. Donc, vous avez aussi, après avoir créé ce composé, il y a tout simplement la propagation de l'oxydation des lipides. Et c'est à ce niveau-là que les polyphénols, ils peuvent intervenir. Mais dans les phénomènes biologiques, donc vous avez essentiellement, c'est la vitamine E et les carotinoïdes, qui s'occupent justement de l'inhibition ou de ralentir la propagation de l'oxydation des lipides. Mais ces molécules aussi, elles peuvent régénérer la vitamine E. Alors, le premier test au milieu aqueux que nous avons aussi testé, c'était justement de voir la réduction du fer 4. Ah, pardon, j'ai passé. Donc, le fer 4, c'est une protéine qui est présente dans la viande rouge. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé ici? Donc là, on déclenche l'oxydation, donc par un peroxyde. Après, donc, on voit la méthmyoglobine qui est oxydée. Par la suite, on ajoute des polyphénols, une série de polyphénols, et on remarque sa réduction qui est vraiment satisfaisante. Donc à ce niveau, nous pouvons dire qu'il y a une inhibition de la peroxydation des acides gras polyinsaturés en phase de l'initiation. Le deuxième test, c'est la peroxydation de l'acide linoléique induite par la son inhibition, justement, toujours par les phénols. C'est-à-dire, dans ce cas, on prend un acide gras polyinsaturé, donc on lui ajoute justement de la méthmyoglobine et on déclenche sa peroxydation et on ajoute les phénols de l'olive. Donc là, vous voyez donc la formation des composés des hydroperoxydes en fonction des différentes concentrations de l'hydroxytyrosol ici, mais on a fait aussi une combinaison avec alpha-tocopherol. Donc nous remarquons bien qu'une faible activité de l'hydroxytyrosol seul, donc à peine qu'il arrive à retarder justement cette peroxydation, mais quand on lui ajoute un peu de tocopherol, donc son activité, elle devient importante. Et là, vous avez juste à côté, en même temps, la consommation de l'oxygène qui va de pair avec cette peroxydation. Donc, le deuxième volet de cette partie, c'est l'extraction. Donc, le premier, c'était un bac. Nous avons utilisé un bac à ultrasons. Par contre, dans cette partie de recherche, nous avons essayé d'utiliser le micro-ondes et un autre procédé assisté aux ultrasons, mais de type sonde. Donc le micro-ondes utilisé, c'était un procédé d'extraction assisté par le prototype laboratoire, donc en collaboration avec le docteur Knoll. Là, je vous donne juste un exemple d'application du jujube. Donc pour ce faire, justement pour ces procédés, nous avons utilisé des plans d'expérience pour l'optimisation et essentiellement Central Composite Design ainsi que Box Vehicle Design. Donc via cette équation polynomiale du second degré, on arrive à optimiser différents paramètres pour trouver les conditions optimales d'extraction. Donc là, c'est quelques exemples justement obtenus à partir de cette matrice, que ce soit via micro-ondes ou que ce soit via les ultrasons.
Bien sûr, l'étude statistique, elle est très importante donc, afin de valider justement les modèles, et nous avons obtenu des coefficients de corrélation très intéressants. Les conditions optimales aussi donc, que nous avons trouvées, elles étaient en très bonne corrélation entre les valeurs prédites et expérimentales. Nous avons essayé aussi de comparer justement donc, ces différentes méthodes et nous avons trouvé, là vous remarquez que l'extraction obtenue après 24 heures, nous l'avons obtenue uniquement après 2 minutes, le même taux de polyphénol. Donc le dernier volet des activités de recherche, c'est l'alimentation, procédés et innovation, qui est réparti en trois parties. Donc nous avons le premier, c'est séchage sous micro-ondes et modélisation. Donc quels sont les objectifs? Tout simplement, c'est de réduire la consommation énergétique justement par ces techniques alternatives, de favoriser la valorisation du coproduit et on essaye de trouver un procédé d'où préservant la salubrité justement de ces produits en évitant la dénaturation. Donc cette partie elle est en collaboration avec le professeur Olivier Dank et docteur Rimini. C'est des travaux qui sont en cours. Je citerai un exemple de la pilure d'aubergine, quelques résultats. Donc nous avons essayé de sécher la pilure d'aubergine à différentes températures à l'étuve. Donc le temps de séchage, il arrive jusqu'à 6 heures, donc pour la température de 40 degrés et 1 heure pour la température de 120 degrés. Et après, la modélisation mathématique, environ 20 modèles vont être appliqués justement pour cette analyse. Cependant, le séchage via le micro-ondes, donc la plus lente à une puissance de 100 watts, mais pas 1 heure, et la plus, c'est-à-dire une puissance plus élevée, elle est de 15 minutes. Donc la même chose, une modélisation elle va être appliquée. Donc ces traitements, ces analyses, elles étaient aussi, confirmées par des tests de l'analyse microscopique à balayage. Donc nous voyons ici la pilure d'aubergine qui est séchée à l'étuve et là qui est séchée en micro-ondes. Donc là c'est uniquement la partie externe et là c'est la partie interne. Donc nous remarquons justement donc, cette différence de séchage, de la perte d'eau. Le deuxième volet, c'est les anthocyanes et traitements thermiques. Donc l'objectif principal, c'est le suivi cinétique de la dégradation des anthocyanes lors d'un procédé thermique. Donc afin de comprendre les facteurs justement qui influencent ces molécules durant la pasteurisation. Pourquoi? Parce que les anthocyanes sont des colorants naturels de valeur. Donc la même chose, c'est un travail qui est presque à la fin, donc en collaboration avec le professeur Olivier Dank et docteur Rimini. Donc l'exemple du jus de grenade, là donc vous avez justement l'évolution des anthocyanes au cours de la pasteurisation des différentes températures. On voit qu'il est très sensible au traitement thermique. Et enfin, le dernier volet, c'est les fermentés et aliments fonctionnels. Donc, nous sommes en train de faire dans le but d'enrichir des laits fermentés élaborés par les micronutriments, essentiellement les antioxydants, de valoriser les produits végétaux d'origine locale, mais essentiellement de substituer les arômes et les colorants artificiels et même l'allongement de la durée de vie des laits fermentés. Donc pour cela, nous avons essayé, à partir d'un yaourt très classique, nous avons essayé au niveau du laboratoire, nous avons de formuler plusieurs yaourts, donc à savoir un yaourt additionné avec de la figue de barbarie, avec des fruits de jujube, de l'aubergine, du jus de grenade et même de l'aubépine. Donc pour les différents yaourts élaborés, les paramètres physico-chimiques, la qualité microbiologique, la capacité antioxydante et les analyses sensorielles ont été effectuées.
Donc cette partie, l'ensemble de ces travaux post-doctoraux a fait l'objet de 3 articles. Les conférences, donc 3, et 5 présentations sous forme d'ateliers. Donc en bilan scientifique, donc 6 publications, les communications 26 dans 19 internationales et 7 nationales, donc un article soumis et 3 projets de publication. Donc en parallèle de ces activités de recherche, donc j'ai pu participer à beaucoup des implications collectives. Donc la première, j'étais chargée de la présentation des activités du laboratoire au ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche lors du premier séminaire national sur la valorisation du figuier de Barbarie en septembre 2016. J'étais membre aussi de la délégation relations entreprises-universités, donc l'entreprise de CIM et notre université en mai 2015. Donc j'ai eu aussi le certificat d'accréditation qui est délivré par un organisme international confirmant la qualité de travail présenté. Et j'étais aussi membre du comité d'organisation des séminaires nationaux et internationaux. Donc au terme de ces travaux, donc on peut dire que l'extraction assistée par micro-ondes peut être une méthode alternative pour l'extraction des substances bioactives, tout en préservant la qualité du produit à extraire en un temps plus court. La même chose, un séchage efficace et économique qui a été obtenu. La méthode des plans d'expérience est un outil très important. Il nous aide de mieux comprendre les phénomènes qui sont impliqués dans le procédé. L'application du modèle gastrique simplifié à des aliments réels serait une approche complémentaire. Donc il serait intéressant aussi de proposer de nouvelles formations, création des masters professionnels qui sont conventionnés avec le secteur industriel, soutien du développement et de filières d'enseignement, renforcement de la facette recherche, développement de coopération intra- et internationale, collaboration industrielle, gagnant-gagnant. Et bien sûr, donc, l'aboutissement de ce travail, donc il ne peut pas, voir le jour ou de ce parcours sans les collaborations de plusieurs personnes. Donc en premier lieu, je tiens à remercier les membres de jury pour le temps qu'ils ont donné pour évaluer ce travail. Donc, hommage respectueux. Alors au professeur Madani, pour ses aides compétentes apportées, pour cet œil critique très précieux qui nous aide dans la structuration de nos travaux, votre respect et vos encouragements, trouvez ici des remerciements chaleureux les plus profonds. Au professeur Chibal, je remercie énormément de m'avoir initié dans l'enseignement supérieur, d'avoir encadré ma thèse et de m'avoir fait confiance. Et bien sûr, j'oublie pas les acteurs du laboratoire, les membres du laboratoire sont cités les noms, grâce auxquels ces années ils étaient ponctués des moments d'évasion et des moments scientifiques. Juste une pensée particulière pour une collègue, Souhila Minjou. Mais j'oublie pas aussi tous les fins de cycle que j'ai eu le plaisir d'encadrer. Enseignants, staff administratif de la faculté SMV. Je remercie également Madame Baradaï et son équipe du département génie des procédés. Merci pour ses qualités humaines et cette rigueur. J'oublie pas, chef département aussi, votre chef département, M. Octaran, qui nous a toujours ouvert ses portes, que ce soit pour le volet pédagogique ou le volet recherche. Alors, je remercie aussi professeur Olivier Dangle et professeur Schmatt. Votre rigueur scientifique et votre respect m'ont beaucoup touché, profonde reconnaissance. Je tiens à féliciter professeur Schmatt d'être juste considéré comme le géant vert. Je ne peux que vous dire bravo. Je remercie également Doctora Katoumana Mana Nzara de l'équipe des Green. Merci pour cette gentillesse, ton soutien, tes conseils avisés, toute ma gratitude. Alors, je tiens à exprimer
aux deux êtres les plus chers. Merci pour votre amour, votre soutien sans faille. Merci d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Chers parents, je vous aime tant. À ma très chère et unique sœur, mes frères, les belles-filles, toute ma famille, oncles, tantes, cousins et mes amis qui sont ici ou à l'étranger, merci d'être là. Toute autre personne physique, morale ou physique, ayant contribué à ce parcours, et je vous remercie pour votre attention.